Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des dernières nouvelles concernant le cas de James Harden aux Sixers. On va parler des meilleurs duos de la NBA selon Bleacher Report et aussi de Jonathan Kuminga des Warriors et de la classe de draft 2021. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir de saluer. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va parler de James Harden encore une fois. C'est notre sujet préféré depuis des semaines, James Harden. Effectivement que la saison commence quand même, ça relèguera un peu toutes ces histoires-là au second plan, mais effectivement, pour le moment, c'est que difficile de faire sans. Alors, après avoir manqué le Media Day, James Harden a participé au training camp. Il était apparemment de bonne volonté, selon Nick Nurse et Joel Embiid, et ses futurs ex-coéquipiers. Puis, selon Shams de The Athletic, il aurait quitté Philadelphie pour rejoindre Houston. La semaine dernière, il était absent du shoot-around de lundi, du match face aux Nets et de l'entraînement de mercredi. Les Sixers vont certainement se retrouver à lui affliger des amendes, à moins qu'ils ne fournissent une justification qui tienne la route. Il y a encore ça. Sam Amick vient de publier, toujours sur The Athletic, un article où il explique un petit peu où en sont les négociations entre les Sixers et les Clippers, qui n'avancerait plus en raison du refus de Lawrence Frank, le président des opérations basket, d'inclure Terrence Mann, 27 ans, dans le deal. Une obstination qui a tendance à ulcérer Daryl Morey. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà prévu apparemment la suite des événements pour les Sixers, mais à partir du moment où Terrence Mann est inclus dans le deal, c'est-à-dire qu'il a l'intention de récupérer un premier pick de draft avec Terrence Mann, en plus des picks qu'il va récupérer dans le deal avec les Clippers, à savoir un pick non protégé, un échange de picks futurs, plus les joueurs qui vont matcher les salaires de James Harden. Bref, Daryl Morey, il est dans les starting blocks. Il a l'impression d'avoir déjà fait des sacrifices en n'allant pas demander un mec comme Paul George. Et voilà, et les négociations aujourd'hui sont à l'arrêt, avec le refus des Clippers d'inclure Terrence Mann. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais ça sent pas bon pour moi. Je ne sais pas si les Clippers, je sais pas ce que cherchent les Clippers dans cette affaire à bloquer sur cette histoire de Terrence Mann. Je ne comprends pas le blocage en fait. En fait, le problème, c'est que c'est pas nouveau. Enfin, ça fait déjà un moment. La première fois qu'on a entendu parler du fait que les Clippers ne voulaient pas inclure Terrence Mann dans le deal, c'était il y a déjà plusieurs semaines. Donc, effectivement, ça n'avance pas. Ça fait un moment que ça bloque là-dessus. Et Daryl Morey, il est dos au mur, en fait. Donc, moi, je comprends bien qu'il s'impatiente. Par contre, le coup de je suis bien gentil de pas inclure Paul George dans le deal, ça c'est délirant. Il est pas dans une situation où il peut faire le difficile de toute façon. Et les Clippers, ils sont en position de force, ils le savent, ils comptent sur Terrence Mann. Ils jouent leur partition jusqu'au bout, si tu veux. Les Clippers, eux, ils sont pas pressés, en fait. Donc, bon, on va voir. Moi, j'avoue que, mis à part un scénario où une autre équipe se greffe au dossier discrètement, comme ont pu le faire les Bucks sur le dossier Lillard, par exemple, mais en l'état, ça semble assez peu probable. J'avoue que moi, je vois pas d'issue rapide. Enfin, je vois pas très bien comment ça pourrait effectivement rapidement changer. La rumeur autour de la Ligue précise que Daryl Morey, comme il l'a déjà prouvé avec Ben Simmons, de toute façon, n'a pas l'intention de céder. Lui, il est prêt à faire durer, à faire traîner le truc pendant des plombes. Manifestement, le plus pressé dans l'histoire, ça reste James Harden, qui a hâte de passer à autre chose. Et peut-être qui semble prêt... aussi, hein. Oui, aussi, oui. Ça, c'est encore une autre question. On va pouvoir en parler aussi. Mais si on reste centré sur le deal entre les Clippers et les Sixers, c'est James Harden qui a l'air d'être le plus pressé. Selon lui, d'ailleurs, manifestement dans le papier de Sam Amick, il trouve que l'offre des Clippers est tout à fait honorable, ce qui n'est bien évidemment pas le cas de Daryl Morey. Daryl Morey, il a eu apparemment une provocation vis-à-vis des Clippers en disant dans ces cas-là, je vais vous demander Paul George en échange, puisque vous voulez absolument pas lâcher Terrence Mann. C'était une façon de leur prouver manifestement qu'il les considérait comme des interlocuteurs qui n'étaient pas sérieux dans le principe de créer un transfert et de faire en sorte que ça fonctionne, que ça passe. Moi, je ne suis pas sûr que les Clippers soient les plus tranquilles dans l'affaire.
Et je ne comprends surtout pas, et je voudrais bien ton opinion là-dessus, qu'est-ce qu'il cherche à faire avec Terrence Mann. Parce que Terrence Mann, comme je viens de te le dire, il a 27 ans, il n'en a pas 19, il n'a pas 20 ans, c'est pas un jeune joueur qui arrive et on se dit, ah mon Dieu, c'est l'avenir du club. Non. Aujourd'hui, Terrence Mann, c'est un mec de 27 ans, on sait à peu près qui il est. Et je comprends le fait que Daryl Morey euh, le considère comme, déjà pour lui un sacrifice en fait. Et Daryl Morey veut récupérer des pics de draft pour pouvoir ensuite proposer ses pics plus tard dans la saison à un club qui sera potentiellement brouillé avec sa star ou une star qui veut partir et il pourra dire bah tenez je vous donne tant de premiers tours de draft et vous me filez votre joueur quoi. Ça a l'air d'être ça le plan du côté des Sixers. Côté des Clippers, faut quand même comprendre que les Clippers ont benché Terrence Mann l'an dernier pour inclure Russell Westbrook dans le 5 majeur. On sait que les 5 avec Terrence Mann, Kawhi Leonard et Paul George sont extrêmement efficaces. Je crois que l'an dernier, c'était pour le peu de temps qu'ils ont joué ensemble, c'était plus de 129 points par toutes les 100 possessions, ce qui est énorme, avec un différentiel de points contre les adversaires à 7,5 toutes les 100 possessions, ce qui est un très très bon ratio. Maintenant, si Terrence Mann perd sa place de titulaire pour Russell Westbrook, qu'il est sur le banc et que ça devient un joueur qui bloque l'arrivée potentielle de James Harden, alors que les Clippers, on sait très bien qu'aujourd'hui, manifestement, s'ils sont engagés dans des conversations de transfert pour faire venir James Harden, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le personnel pour aller au bout. Ou du moins que la présence de James Harden est quelque part significative, voire décisive pour la saison à venir. Donc je comprends pas la stratégie des Clippers derrière ça en fait. Mais est-ce que c'est pas aussi juste une question contractuelle en fait? Parce que si t'es les Clippers, c'est que demain tu te projettes dans une équipe avec Harden, Leonard, Paul George, et que tu dois prolonger tous ces mecs-là. Et Comment tu Westbrook, fais? sachant que Westbrook et Harden, est-ce que ça fait sens ensemble? Non. Oui, mais à la limite, bon, Westbrook, tu vois, on peut se dire que, vu sa situation sportive et contractuelle depuis quelques saisons, on peut éventuellement se dire que Ouais. il ira pas gratter un contrat aussi énorme que Leonard, Paul George, voire Harden. Donc, Oui, t'as raison. Pardon, excuse-moi. est-ce que Vas-y, continue l'histoire ton avec truc. Terrence Mann, c'est pas tout simplement de s'assurer d'avoir un mec qui est un role player quand même utile, qui peut être important dans une équipe qui joue le titre, et qui lui, pour le coup, est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2025, avec un contrat qui est autour des 10 millions, tu vois, à peu près comme Ivica Zubac. Donc c'est assez Oui, je intéressant, vois. en fait, quoi. Est-ce que c'est pas tout simplement ça, le problème des Clippers, c'est de se dire, il est bien mignon Daryl Morey, mais si nous, on lui refile un mec sur lequel on compte, et que derrière, on doit remonter un effectif l'été prochain avec 3 énormes contrats sur notre cap space, comment on va s'en sortir, tu vois? Ah mais complètement. Je, Complètement. on va voir. Mais je, je vois pas, je vois vraiment pas, à part le fait qu'il compte sur Terrence Mann pour avoir comme un élément, on va dire, probant qui sort du banc, parce que si tu regardes les joueurs qu'ils vont potentiellement donner dans l'échange avec James Harden, ça va très sérieusement euh, amaigrir leur banc, quoi. Il Bien y aura sûr. plus grand Ah bah monde oui. sur le banc pour prendre la suite une fois qu'il faudra faire reposer Kawhi, Paul George et ou James Harden. Et c'est ça le problème de cette équipe, en fait. Vu que les stars sont incapables de rester sur le terrain tout au long de la saison, jusqu'à preuve du contraire, je pense que les Clippers redoutent justement d'avoir de galérer profondément pendant la saison parce qu'ils n'auront pas justement cette profondeur de banc qui leur permet de subsister, quoi. Et c'est clair que quand ton duo star c'est Kawhi Leonard, Paul George, t'as intérêt à avoir du banc, quoi. Oui, voilà. Ça c'est une certitude. Mais j'ai l'impression que je sais pas. Pour moi, cette histoire de deal entre les Clippers et Sixers met en exergue aussi le fait que du côté des Clippers, la stratégie, enfin, pour moi, ça cafouille clairement du côté des Clippers. Et ça fait un moment que c'est le cas. Mais je trouve que là, c'est vraiment révélateur du fait ils sont totalement perdus sur l'identité même de leur équipe et ce qu'ils veulent faire, en fait, avec cette équipe et ces joueurs. Oui, oui, c'est sûr. Écoute, de toute façon, c'est soit ça, soit ils ont une idée derrière la tête et ils sont persuadés que Daryl Morey est tellement dos au mur qu'il va finir par craquer. Mais comme tu l'as dit, Daryl Morey, il a déjà prouvé avec le dossier Ben Simmons que
qui pouvait être très patient. Alors après, est-ce que en interne ils ont des infos sur, je sais pas moi, le fait que Joel Embiid par exemple est proche du pétage de plomb et qu'il aimerait bien avoir une équipe un peu apaisée et pouvoir se concentrer sur le parquet, ce qui forcément finirait par pousser Daryl Morey à accepter un deal encore Tout à plus au fait. rabais. C'est compliqué de le savoir. C'est très compliqué aujourd'hui effectivement de lire la stratégie des Clippers. Ce qui est clair, c'est que ils peuvent se permettre ça parce qu'ils sont pour le moment les seuls sur le dossier. Et quand je dis pour le moment, ça fait un moment que ça dure. Voilà, aujourd'hui, Daryl Morey, il est dans une impasse, mais il y est allé tout seul dans cette impasse en fait, quoi. Donc bon, Énormément de commentateurs, d'ailleurs, pointent du doigt ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que Daryl Morey s'est mis tout seul bah oui, dans cette situation et que un des fusibles qui peut sauter dans cette histoire, c'est lui, quelque tout à part. fait. C'est-à-dire que les propriétaires des Sixers peuvent dire, bon, écoute, c'est toi qui poses problème. Si on se débarrasse de toi et qu'on nomme quelqu'un d'autre à ta place, quelque part, on peut peut-être résoudre ce problème James Harden, le faire re-signer et poursuivre comme ça et apaiser la situation, apaiser tout le monde et on n'en parle plus, quoi. Il y a aussi ça qui est dans la balance quelque part. Oui, oui, effectivement, effectivement. Après, oui, oui, non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, est-ce que la solution idéale pour Philadelphie, c'est pas à la fois de dire à Daryl Morey, bon, ça suffit, ciao, et à la fois de dire à James Harden, bah toi aussi, en fait, ça suffit, parce que bon, on a retenu la leçon, quoi. Mais écoute, on va voir. En tout cas, ça va être intéressant de voir la suite, parce que donc tu l'as dit, là, il est toujours absent. Alors visiblement, il y a des rumeurs sur le fait qu'il aurait des problèmes personnels. Ça évoque même la santé de sa mère, etc. Donc dans ce cas-là, évidemment, il esquiverait tout ce qui est amende. Si c'est pas le cas, les sanctions financières vont pas tarder à tomber et ça peut changer beaucoup de choses parce que Bobby Marks, le journaliste d'ESPN, a évoqué des amendes de quasiment 400 000 $ pour chaque match raté sans l'accord de son équipe. Alors, ok, c'est des mecs qui gagnent très bien leur vie. Enfin, 400 000 $ le match raté, c'est quand même beaucoup, quoi. Ah, mais complètement. C'est pas négligeable. C'est c'est assez taré. Et le côté des Sixers, euh, tout ce qui est front office et ainsi de suite. Alors, les Sixers, là, il y a cette histoire, toi et moi on en parlait en off tout à l'heure, de Nick Nurse là, qui aurait un burner account depuis quelques saisons et qui vient d'être découvert. Donc ça va peut-être venir se rajouter aux troubles qui touchent la franchise, Tu m'étonnes. ce dont ils n'ont absolument pas besoin. Il y a un autre truc, moi, qui m'a absolument, je t'avouerai, mis par terre, à la fois de rire et à la fois de surprise. C'est la participation de Michael Rubin, qui est un ancien propriétaire minoritaire du club, qui est un des meilleurs amis de James Harden, qui était une des raisons pour lesquelles James Harden, d'ailleurs, s'est pointé à Philadelphie. C'était pas que pour les beaux yeux de Daryl Morey, c'est aussi parce que Michael Rubin était là. Il est également très, très ami avec, comment il s'appelle, Joel Embiid, et énormément de joueurs NBA d'ailleurs. Et il participait mi-octobre, là, à un podcast. Il a participé au podcast de Patrick Beverley, Ouais, de qui est Pat Bev. aujourd'hui un joueur des Sixers. Ce qui est quand même C'est sain, tout ça, hein. Ce qui est quand même complètement fou, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as un ancien prioritaire minoritaire d'un club qui se pointe dans un podcast d'un joueur actuel des Sixers pour parler d'un joueur des Sixers qui demande son transfert de la franchise et qui, grosso modo, dit je trouve que cette situation est extrêmement mal gérée. Je trouve que James Harden n'a pas complètement tort dans cette histoire, ainsi de suite. Enfin, je veux dire, le timing de tout ça C'est est catastrophique. lunaire. Non, mais Est complètement lunaire. de toute façon, les podcasts de joueurs en activité, tiens, ce serait un sujet intéressant, ça d'ailleurs. Moi, parfois, de temps en temps, on se dit, c'est pas toujours une bonne idée, les gars, hein. Genre, vraiment, pour la suite de votre carrière, pour l'ambiance dans vos équipes et tout, de temps en temps, il y a vraiment des moments où tu sens que ça manque de cadre et là, effectivement, la situation, elle est lunaire, mais en plus, elle est super malsaine. Enfin, tu l'as dit, Pat Bev, c'est un joueur des Sixers. Lui, c'est un ancien propriétaire des Sixers. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Aucun sens. sens, quoi. C'est ouais, Ça n'a vraiment. aucun sens. Est-ce que le front office a été sollicité? Enfin, tu vois, est-ce qu'avant d'enregistrer une émission comme celle-là, il en parle à son front office? Est-ce que tout ça, ça a été validé? Quelle ambiance il y a aujourd'hui à Philadelphie? Tu te rends compte, quoi. Et c'est là où on en vient à Joel Embiid. C'est-à-dire que Joel Embiid, bon, on dit il a déjà vécu ça avec Ben Simmons, tout ça, ok.
Ça fait une fois. C'est peut-être déjà une fois de Oui, trop. exactement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que là, cette histoire de James Harden, de ce dont on vient de parler, de potentiellement le scandale Nick Nurse qui va exploser avec ce qu'il a raconté sur les joueurs des Raptors, si c'est vrai, ce qu'il a dit de James Harden, si c'est vrai, qu'il aurait bien aimé le transférer, qu'il aimerait bien le transférer pour Fred VanVleet, qu'il trouve qu'il est paresseux ou je sais pas quoi. Bref, que des réjouissances de ce type. On va pas trop s'étendre sur le sujet, chers auditeurs, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été validé, officialisé. Il va falloir attendre un peu les investigations pour savoir ce dont on parle exactement. On va pas non plus être là. On aborde la rumeur pour le coup, mais on va pas s'étendre trop sur le sujet. Mais si tout ça se concrétise et vient s'ajouter à un décor qui est déjà sacrément laid, C'est clair. voilà, Joel Embiid, je ne sais pas jusqu'où sa patience va, je ne sais pas à quel point. Je pense que Joel Embiid est très attaché à l'idée du process, ce qu'il incarne euh, dans la chair, tu vois, typiquement. Mais je pense qu'à un moment, il va dire hey, écoutez, zut, quoi. Je me barre, en fait. C'est juste plus possible, cette situation. Tous les ans, c'est la merde. Tous les ans, il y a quelque chose. Tous les ans, il y a un dossier qui part, qui nous explose au visage. En playoff, il n'y a rien qui se concrétise, même quand les choses ont l'air de rouler. Donc voilà, ça veut pas, je vais voir ailleurs, quoi. Bah là, cette nuit, il y a encore Chris Broussard qui a parlé d'une éventuelle volonté de Joel Embiid, enfin en tout cas de rumeurs au sein de la ligue qui Ah bah de dirait que toute façon, Joel ça Embiid, n'arrêtera jamais. voilà, veut rejoindre les Knicks. Bon, alors après c'est pas forcément l'insider le plus fiable et ça reste complètement des rumeurs et comme tu l'as dit, on sent bien qu'il est attaché quand même à Philadelphie, à tout ce qu'il a fait avec cette franchise. Mais bon, écoute, moi voilà, en fait Embiid il voit l'âge avancé. Là, il va avoir 30 ans cette année, enfin cette saison. Il sait très bien que physiquement, c'est pas le genre de joueur qui va tenir jusqu'à 40 ans comme peut le faire un LeBron James. Bon, ça commence à tourner mine de rien l'horloge là, pour de vrai, tu vois. Enfin, ça se rapproche. Donc oui, moi je comprendrais qu'Embiid il finisse par craquer. Et en fait quelque part, ça pourrait être pire que tout parce qu'en fait Embiid il pourrait finir par se barrer, mais presque à regret, tu vois, à contre-cœur. Mais c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va se barrer par pure ambition sportive en se disant vas-y, c'est bon, ce club, j'en peux plus, je me casse et je vais aller voir ailleurs. T'as presque l'impression que qu'on le pousse vers la sortie du style. Enfin, ça devient insupportable la situation en fait. Ça devient ingérable au point où le gars va se dire par dépit, bah, je crois qu'il y a plus rien à tirer de tout ça, quoi. En tout cas, ça donne l'impression que la franchise n'est pas gérée à la hauteur d'un joueur comme Joel Embiid, quoi, en fait. Un joueur comme Joel Embiid, tu dois chaque saison l'encadrer, l'entourer d'une équipe qui lui permet de jouer le titre. Et, et si ces dernières années, parfois sur le papier, on s'est dit tiens pourquoi pas, ben on s'est quand même à chaque fois rendu compte que non. Il y a toujours eu des soucis. Enfin, ouais, c'est compliqué, hein, vraiment, vraiment ça doit pas être simple pour Joel Embiid, quoi, c'est clair. Ouais. Tu sais, j'ai pas d'affinité particulière avec cette équipe des Sixers. Enfin, j'ai toujours bien aimé cette équipe parce que, notamment à l'époque où il y avait Ben Simmons, Jimmy Butler, tout ça. Enfin, je trouvais que cette équipe, elle était sympa et elle était à 4 bons sur le cercle de passer en finale de conférence Est en 2000, en 2019. Euh, et Joel Embiid, je trouve, est un joueur attachant que j'aime beaucoup regarder jouer. Et j'aimerais vraiment, franchement, que bah, que enfin, il y a un peu plus de sérénité autour de lui, quoi. Tu vois, Ouais. clairement. Bah, J'aimerais bien que cette histoire là se, 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 se- enfin, s'arrête et qu'il puisse enfin partir sur du bon pied sur sa saison, quoi. mais tu vois, Maintenant, bref, oui, vas-y. non, mais juste, je reviens sur ce que t'as dit. Moi, je t'avoue, si j'étais fan des Sixers, ce qui est pas du tout le cas, t'as parlé de l'année avec Butler, etc. Mais moi, ce what if-là, il m'empêcherait de dormir quasiment toutes les nuits, quoi. Qu'est-ce qui se serait passé si cette franchise, elle avait décidé de miser sur Butler à ce moment-là, plutôt que de s'enferrer dans les problèmes qu'il y a eu après. Enfin, tu vois, Et c'est... puis il faut regarder le transfert de Jimmy Butler. Enfin, je veux dire, c'est absolument absurde. Les mecs, enfin, il est parti pour rien quasiment, quoi.
C'était absurde ce transfert. Ouais, c'était vraiment, tu vois, pour moi, c'est typiquement le genre de mec qui, à côté d'un Joel Embiid, aurait été parfait, quoi. Embiid, on sait que parfois il a un peu tendance à s'éparpiller, on sait que c'est pas forcément le plus grand pro dans son éthique de travail, hygiène de vie, etc., avec un Butler à ses côtés, mais ça aurait été incroyable. J'ai le deal. Le deal, c'est ça. La vache, c'est trop bon, quoi. Jimmy Butler, donc, part à Miami. Il y a 4 équipes qui sont impliquées. Il y a Hassan Whiteside qui part aux Trail Blazers, Josh Richardson qui va aux Sixers, Maurice Harkless et un premier pick de draft part aux Clippers et Meyers Leonard au Heat. Non, mais tu te rends compte, tu perds Butler et tu récupères. Enfin, c'est fou. Tu récupères Josh Richardson. Ouais. What? Non, je te dis, je me souvenais pas du détail, mais je me souvenais que c'était absurde. Ouais, c'est terrible. Absurde ce truc. Et c'est probablement le seul gars qu'ils auraient dû maintenir en poste, quoi. Et Oui, bah bien bref. sûr, ouais, tout à fait. Après, voilà, faut pas oublier aussi le fait que quand James Harden se pointe à Philadelphie, tout le monde était là à dire c'est bon, l'affaire est pliée, les Sixers seront inarrêtables et ça va aller au bout cette histoire, quoi. Non, vraiment pas tout le monde, hein, ça non, hein. Je suis désolé, Ouais, hein, mais il y a quand tout même le pas monde le mal de disait gens qui pas. étaient là. Vas-y, Oui, dis-moi. Dis-moi bah qui ne le disait pas. on n'était pas Oui, confiants nous, on le là-dessus, disait par pas, ouais. exemple, quoi. C'est vrai, Donc c'est vrai. nous, on était plein de doutes en l'occurrence. On a rappelé moult fois les échecs de James Harden en playoff. On a rappelé, en fait, on était embêtés par le fait qu'il y ait à la fois Doc Rivers et à la fois James Harden, qui avaient tous les deux un sacré nombre de casseroles en playoff, si tu veux. Donc, C'est clair. donc, C'est tout donc, à fait vrai. Non, mais t'as tout à fait raison. Mais voilà, les gens ont tendance à s'emballer quand même quand des grands noms comme ça s'associent dans des équipes. Et James Harden, pour terminer sur ce sujet, je ne comprendrai jamais la réflexion de ce type depuis 4-5 saisons maintenant où il ne fait que se tirer des balles dans le pied pour signer le contrat qu'il a envie de signer, qu'il estime mérité et ainsi de suite. Et t'as envie de dire, mais la caravane, elle est passée depuis longtemps, James, c'est terminé, plus jamais. mais Et tu c'est sais pas que comme si tous les proprios de la NBA, les 29 autres équipes étaient en train de le regarder avec leurs deux yeux en train de se dire, mais ce mec-là, jamais de la vie, même si je le fais venir dans mon équipe, jamais de la vie, je lui file un contrat de 3 ans ou je sais pas ce qu'il exige, mais jamais de la vie. mais moi, tu sais James que c'est Harden vient aujourd'hui de garantir une chose, c'est qu'il va signer des contrats d'1 an jusqu'à la ouais, fin de sa carrière. ça tout à Quasiment. fait. Et moi, je t'avoue que moi, dans toute cette histoire, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce que pense James Harden de tout ça? On parle quand même d'un mec, attention, je dis pas du tout ça sur un ton de critique, hein. On parle d'un mec qui a un gros ego. Et vraiment, c'est pas une critique quand je dis ça, hein. Les superstars de la NBA, en règle générale, ils sont quand même très confiants, ils ont tout ce T'as qu'il faut besoin. côté C'est ego. Voilà, t'as nécessaire. tout à fait besoin de ça. Mais il a l'air d'être obsédé par le fait d'être valorisé, ce mec-là, que ça soit sportivement ou contractuellement. Comment est-ce qu'il vit le fait que personne ne s'intéresse à lui, que les Clippers, qui sont les seuls qui le veulent, ne sont même pas prêts à céder un joueur comme Terrence Mann pour l'obtenir, lui, qui est quand même un ancien MVP, sans aucun manque de respect à Terrence Mann, c'est un joueur que j'apprécie plutôt, mais on peut pas dire que ça soit un joueur reconnu en NBA. Il s'est jamais approché du calibre du joueur qu'est James Harden. Comment est-ce qu'un mec comme Harden vit tout ça, tu vois? Moi, ça, pour moi, Complètement. c'est hyper intéressant comme truc, parce que, genre, psychologiquement, ça peut laisser des traces énormes. Mais dans la guerre psychologique, Daryl Morey joue cette carte-là. C'est-à-dire Bien sûr. encore une fois, c'est ce que précise Sam Amick, c'est que Daryl Morey aurait fait passer le message dans le camp de James Harden en disant nous, on est de bonne volonté, on a un deal qui est en place, mais la réalité, les amis, c'est qu'on est en train de me refuser un deal parce qu'il y a Terrence Mann dans le truc, dans l'affaire, quoi. C'est Et dingue. donc, Mais toi, t'es James Harden et tu te dis mon transfert à Los Angeles se bloque parce qu'il y a un gars de 27 ans qui a jamais rien accompli de concret en NBA, si ce n'est une bonne série de playoffs face à Utah il y a 2 ans. Euh, et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. non, mais Putain, mais tu m'étonnes le réveil. Mais on en a parlé, toi et moi. Pour moi, James Harden, on n'est pas loin, on n'y est pas encore parce que j'oublie pas du tout la saison exceptionnelle qu'il nous a fait l'an dernier, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense de ce joueur. Il a fait une excellente saison l'an dernier, il aurait dû être All-Star, un point c'est tout. Bref, c'est un mec qui a un talent de fou, il n'y a, ah pas- bah, il y a, y a pas d'argument c'est là-dessus. Bref. incroyable. Offensivement, c'est un des mecs les plus doués de toute l'histoire de la NBA. Mais on sait tous qu'il y a un moment ou un autre, il faut que tu aies conscience de ta place dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et à quel moment de ta carrière tu te situes?
Et j'ai peur qu'ils nous fassent un truc qui ressemble à Carmelo, Allen Iverson, des mecs comme ça qui ont explosé à la fin de leur carrière parce qu'ils étaient incapables de regarder la réalité en face, quoi. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le côté, je veux dire, on est à une époque aujourd'hui où en NBA, le talent pur ne suffit pas, en fait. Enfin, tu vois, ça ne suffit juste pas. Mm. Il faut bosser tous les jours, il faut avoir un bon comportement, il faut se dédier à la logique de groupe si tu veux espérer aller jusqu'au titre. Aujourd'hui, être juste le mec le plus talentueux, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Michael Rubin, dans le podcast avec Pat Bev, c'est ce qu'il dit. Il dit je comprends pas pourquoi les gens disent ça de James Harden. C'est un mec qui s'entraîne comme un malade. Oui, il aime bien faire la fête, mais en aucun cas ça porte préjudice à sa carrière ni au joueur qu'il est Mais et on à peut sa pas savoir ça. préparation. On n'en sait rien. Tu vois, ça, c'est de la fiction de dire ça. Aujourd'hui, on en a aucune idée, en fait, aujourd'hui, tu vois. On sait pas si c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être pas. On peut pas le vérifier, quoi. Mm. En tout cas, c'est assez fascinant. Je sais pas combien de temps ça va traîner, je sais pas combien de temps on va en parler, mais on continuera d'en parler. Franchement, les infos qui tombent me fascinent. Et si jamais ce deal ne se fait pas à cause de Terrence Mann, je vais dire, c'est quand même un truc Ouais, c'est all-time. dingue, c'est dingue. Moi, j'espère que ça va C'est assez finir fou. par se régler, parce que j'aimerais bien que les Sixers, ils puissent un peu se concentrer sur le basket, quoi. Tu Oui, vois, voilà, ouais. je suis vraiment pas fan de cette équipe, je suis pas fan de Joel Embiid, mais bon, voilà, ce mec-là, il mérite, je suis désolé, mais ce mec-là mérite aujourd'hui d'avoir autour de lui des gens qui sont dédiés à la même chose que lui, à savoir aller conquérir le titre, quoi. Mais j'aimerais bien aussi arrêter de parler de James Harden tout le temps. T'imagines, le mec, ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on parle non-stop de ce gars-là. Ah, entre De... Kyrie Irving et lui, je pense Oui, qu'effectivement, c'est puis des lui sujets récurrents, déjà... quoi. Ouais, puis lui déjà à Houston. Enfin, je veux dire, là, t'imagines, en fait, c'est le drama permanent de James Harden, quoi. Mhm. Houston, ça va pas. Brooklyn, ça va pas. Et puis, il le fait pas à moitié, tu vois. Là, on voit, il souffle le chaud et le froid. Il vient pas. Il vient pas. Il avait annoncé la semaine dernière qu'il jouerait vendredi. Donc, apparemment, il va jouer ce soir dans le match de pré-saison. Et il dit, ouais, bien sûr. Nick Nurse a dit, ah, bah, il m'a appelé. Il m'a dit que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur lui pour le match de vendredi soir face à Atlanta. Ok. Donc le mec se pointe pas pendant toute une semaine, et puis tout d'un coup il se pointe et il dit ok vas-y je suis bon, je fais mon match de pré-saison quoi. c'est c'est complètement fou. C'est pas serein, c'est pas stable, c'est pas professionnel. Voilà, c'est pas professionnel. Non, c'est pas Je trouve que professionnel. James Harden Après, n'est pas quelqu'un de professionnel. Voilà, bah, c'est très ça. sincèrement c'est ce que je pense. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. T'as le droit de ne pas être content de ta situation, mais quand tu es payé 35 millions, plus de 35 millions là, de salaire à l'année, mec, tu te pointes, tu fais ton job, tu respectes, Non, mais et même quand tu t'attends, joues à NBA, tu sais que c'est et comme ça t'attends que ça que ça fonctionne. se débloque, mais faut arrêter, quoi, faut arrêter. Non, mais même, enfin, tu vois, c'est quand tu joues à NBA, t'as pas le droit. En fait, tu sais que ça fonctionne comme ça. En fait, tu sais que. Enfin, prenons un exemple comme Tyler Hero. Tyler Hero, il a passé l'été à se retrouver dans les histoires de trade. Très bon exemple. Il avait supprimé de ses réseaux sociaux toute référence au hit. Tout le monde disait c'est une catastrophe. Si le trade se fait pas, il va faire la gueule et ça va détruire encore plus la saison de Miami. Mais pas du tout. Pas du tout. Le trade est fini. Il a dit ok, bon bah je suis encore là. Il fait sa pré-saison sans aucun problème. Enfin, en fait, et il a que 23 ans, ce mec-là, tu vois. Je veux dire, un mec comme Harden, aujourd'hui, il doit savoir que quand t'es en NBA, ça se passe comme ça, quoi. Certainement. Ouais. Bref, on verra ça, on en reparlera de toute façon, à partir du moment où le jour où ça va arriver, où les nouvelles informations tomberont, nous en reparlerons. Charlie, on va parler des duos NBA. C'est marrant parce qu'on a évoqué ce sujet-là il y a pas longtemps dans le podcast, depuis la reprise là. Et le site Bleacher Report, il le fait régulièrement. Hein, c'est pas nouveau. Personne n'a rien inventé en faisant ça, mais ils ont sorti leur top 10 des meilleurs duos de la NBA. Et ce top 10 m'a fait sourire, je t'avoue. Et je te l'ai envoyé, on a échangé un peu, toi et moi, là-dessus. Donc, je donne le top 10 et on va parler un petit peu du classement. Hein. Comme ça, on va voir de qui on parle et de comment on en parle. Mais bref. Donc, le classement, c'est première position, Jokic, Jamal Murray. Deuxième position, Giannis, Damian Lillard. Ensuite, à Kevin Durant, Devin Booker. LeBron James, Anthony Davis en 4. Doncic, Kyrie Irving en 5. Jason Tatum, Jalen Brown en 6. Kawhi Leonard, Paul George en 7. Stephen Curry et Draymond Green en 8. Jimmy Butler et Bam Adebayo en 9.
Joel Embiid et James Harden en 10. Est-ce que tu peux me dire, Charlie, le premier truc qui t'a sauté au visage, où tu t'es dit « What ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Luka Doncic et Kyrie Irving. Ouais, en 5. Donc Ouais, bah... donc ils sont devant Tatum Brown, Leonard George, Curry Green, Butler Adebayo et Embiid Harden. En fait, moi, c'est ce qui me pose problème dans ce genre de classement. J'ai du mal à comprendre les critères. Ok, les 2 joueurs pris individuellement, ils sont parmi les joueurs les plus doués de la ligue. Après chacun de leurs matchs, tu peux faire un top 10 de leurs actions sans problème. Ils sont magnifiques à voir jouer, c'est des artistes. Mais enfin, le but du jeu, c'est quand même de gagner des matchs, non? Tu vois, c'est pas de publier des highlights sur les réseaux sociaux. Kyrie, il est arrivé en février dernier à Dallas. Le bilan collectif des Mavs sur la fin de saison, je crois que c'est quelque chose comme 7 victoires pour 15 défaites. Pour le moment, c'est un duo qui n'a pas fait progresser son équipe. Et je suis désolé, mais c'est totalement rédhibitoire quand tu compares avec des mecs euh, comme Tatum Brown, par exemple. Tatum Brown, sur les 2 dernières saisons, c'est une finale NBA, une finale de conférence quand même. Ouais. Je sais pas. Alors, ok, l'échantillon pour juger du duo Kyrie Irving ou Luka Doncic, il est très faible, et peut-être que cette saison va totalement me faire changer ma perception, hein. Peut-être que dans 6 mois, je te dirais, bah, ils sont dans le top 3 des duos de la ligue. Mais à Ça va être l'instant T, ça va être une des histoires, un des duos les plus fascinants de ce début de saison, bah clairement. oui. Mais je suis désolé, mais à l'instant T, comment tu peux les mettre aussi haut dans le classement alors qu'ils ont un C'est bilan clair. collectif aussi dégueulasse? Je comprends pas. Pour moi, En fait, ouais. c'est un non-sens. En fait, ce qui me fascine avec Kyrie Irving, tous les auditeurs de ce podcast qui écoutent le podcast depuis quelques temps maintenant savent ma position concernant Kyrie Irving. C'est un joueur qui a probablement marqué un des shoots les plus importants de toute l'histoire de la NBA en finale 2016 face aux Warriors dans le Game 7. Comment dire, à l'extérieur. Enfin, ce shoot est absolument. Enfin, les dommages collatéraux que ça a provoqué derrière sont absolument énormes, quoi. Ah oui, c'est clair. Ça a été un séisme, le truc. Bref. Voilà. Joueur talentueux, tout ça. Qui a échoué à mes yeux quand il a essayé de partir de l'ombre, de quitter l'ombre de LeBron James pour essayer de devenir le patron d'une équipe. Il a échoué à de nombreuses reprises. Une fois qu'il est arrivé aux Nets, ça a un peu tourné à la farce quand même, cette histoire. Mais il garde un pouvoir de fascination, je trouve, sur les gens, même sur les joueurs, même sur ses coéquipiers. Tout le monde dit que c'est un super mec, qu'il est extraordinairement sympathique. Il est considéré comme un des gars les plus talentueux de sa génération. C'est un des plus beaux joueurs de la ligue à avoir joué, franchement. Qualité de dribble, incroyable. qualité de finition, qualité au tir, enfin bref. Il n'y a pas à dire. Ce qui me dérange en fait là-dedans, c'est que Kyrie Irving, c'est quand même. On parle d'un sport collectif. Le basket, c'est pas que des dribbles et comment dire, la façon dont tu arrives à finir de manière incroyable sous le panier et tout ça. Tu es obligé de jouer dans un contexte collectif. Et pour moi, aujourd'hui, Kyrie Irving doit énormément prouver sur ce point-là, quoi. Être capable de faire partie d'un groupe et de mener ce groupe avec Luka Doncic, à Dallas, de mener ce groupe quelque part, quoi, et obtenir des résultats. Et je trouve qu'on le voit tout le temps hyper beau, Kyrie Irving, quoi. Alors qu'il a beaucoup à prouver. Et je trouve qu'il a des passes droits que j'ai rarement vu chez aucun autre joueur NBA, quoi. Alors, moi, il y a un des trucs là-dessus, sur ce sujet-là, qui, c'est vraiment, j'ai pas de preuve de ça, hein, mais c'est ma conviction profonde, c'est quand même que la NBA a énormément misé sur les réseaux sociaux pour se développer depuis 10-15 ans, et en fait, Kyrie Irving, c'est le joueur parfait pour ça. J'ai un peu vanné là-dessus en disant que le but du jeu, c'était de gagner des matchs et pas de faire des compiles de highlights sur les réseaux sociaux, mais les highlights de Kyrie sur des vidéos de quelques secondes postées par la NBA, mais ça fait un tabac, ça marche trop bien, et Kyrie, il a le profil parfait pour ça. C'est ce que Kevin Durant disait à son sujet. C'est un artiste absolument incroyable. Il est magnifique. Et d'ailleurs, quand tu regardes les réponses aux tweets de NBA Central sur les duos, tu te rends compte que t'as des mecs dans les commentaires qui te disent même que Luka Doncic et Kyrie Irving devraient être premiers de cette liste, quoi. Parce qu'en fait, cet aspect highlight a pris une ampleur tellement importante ces dernières années via les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, je vais te dire, ça prend presque le pas aujourd'hui sur les résultats collectifs, quoi. Très certainement, ouais. Et pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Oui. Je trouve ça hallucinant. Enfin, vraiment, je trouve ça, tu vois.
En fait, je comprends pas comment les bilans collectifs peuvent être aujourd'hui aussi sous-estimés en NBA. Parce que même dans le classement de Bleacher Report, ok, je comprends qu'un duo comme Jimmy Butler, Bam Adebayo, ça soit difficile de le classer. Mais Ouais, enfin, alors on va en parler de ça. Ouais. neuvième, Juste pour terminer sur Dallas, on pourra toujours nous rétorquer par exemple que le peu de matchs qu'ils ont joué ensemble, Irving et Doncic, ils avaient un offensive rating à plus de 121, à quasiment 122 points, ce qui est absolument énorme, et un pourcentage de réussite pareil qui était dans le sommet de la NBA, quoi. oui, mais quand tu gagnes Donc pas, déjà c'est un détail, ça. l'échantillon est microscopique, et en plus ça gagne pas, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les résultats de ce duo, pour l'instant, c'est au mieux à déterminer, quoi. Oui, c'est Ça ça. reste à déterminer. Au pire, c'est, bah, franchement, ça inspire pas confiance, étant donné la fin, le peu qu'on en a vu la saison dernière. Donc, il y a énormément à prouver. Effectivement, 5e d'un classement comme ça, ah, c'est vraiment de la hype à 200%. Tu parles de Jimmy Butler et Bam Adebayo. Je suis bien content. Merci d'avoir géré la suite. Et je mettrai Stephen Curry et Draymond Green dans le même panier. On peut dire Stephen Curry et Klay Thompson, si on peut toujours ergoter 15 ans sur qui est le meilleur duo aux Warriors, bref, peu importe. Voilà, voilà des duos, donc. Ces gens-là ont eu des résultats. Stephen Oui. Curry et Draymond Green ont gagné le titre avec les Warriors en 2022. Butler et Bam Adebayo ont fait en 3 ans 2 finales NBA et une finale de conférence. Enfin, je veux dire, il y a un moment en 4 ans, bref, il y a un moment où les résultats sportifs doivent compter dans l'équation, quoi. Mais ça doit même primer. Et en fait, Enfin, je veux dire, justement, oui, voilà, on est d'accord. en fait, Ça doit être le seul argument. Ça devrait être en premier lieu ça, quoi. bien sûr, et en fait, moi, ça me semble intéressant comme comparaison, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens répondre à ce classement en disant mais Kyrie et Doncic, c'est pas possible parce qu'ils ne gagnent pas. Ce à quoi les fans de Kyrie leur répondaient, comment tu veux gagner avec une équipe aussi pourrie? Bah, demandez à Butler et à Adebayo, en fait, là, les gars. Voilà. Demandez-leur. Je suis Merci. désolé. C'est Merci. simple, quoi. C'est bon, voilà, voilà, pour moi, en fait, dans un sport comme la NBA, je comprends, je sais que c'est un des grands jeux dans tous les sports d'ailleurs de comparer les individualités, de comparer machin. Les résultats collectifs doivent toujours primer sur le reste, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je sais pas si j'aurais mis Jokic et Murray numéro 1 en termes de duo il y a encore 6 mois, mais là aujourd'hui je les mets évidemment. Évidemment, ils viennent d'aller au titre, les gars. Ils viennent d'aller au titre avec des playoffs hallucinants. Faut quand même pas oublier que sur le match 3 des finales NBA, à eux deux, ils compilent 66 points, 33 rebonds, 20 passes. Enfin, voilà, les résultats collectifs doivent toujours primer et avoir le meilleur offensive rating de la ligue. Eh ben, on s'en fout si tu gagnes pas plus de 10 matchs, en fait, quoi. Ouais, on en parlait la semaine dernière de Jamal Murray, justement, typiquement le genre de joueur qui est à l'inverse de trop de joueurs, quelque part, de trop de stars NBA, le joueur préféré de ton équipe préférée, Ouais, c'est ça, exactement. euh, qui, euh, qui en saison régulière tape des perfs incroyables, va planter, je sais pas, 50 points 3 fois, ou je ne sais quel autre exploit sportif sur le terrain, et arriver en playoff, il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Et ce qu'on demande à une superstar NBA, ça est pareil, toi et moi, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui définit une superstar NBA? Qu'est-ce qui définit un franchise player? C'est potentiellement ça, la première qualité d'un joueur qui mérite ce qualificatif. C'est sa capacité à porter une équipe, bah, dans les phases finales, et d'aller remporter le championnat, Exactement. et d'asseoir son équipe comme un contender année après année après année après année. C'est ce que font Stephen Curry et Draymond Green. Stephen Curry, depuis bientôt 10 ans, son équipe a une chance de gagner le titre chaque saison quasiment, sauf quand il est blessé et que tout le monde est blessé, euh, mais à partir du moment où ces mecs-là sont en forme, ça joue le titre, quoi. LeBron James, Ouais, c'est pareil. c'est ça, bah, tout à fait. Même si Et le gars a bientôt 52 ans, voilà, lui et Anthony Davis, bah ouais, ça fait partie d'un des meilleurs duos de la ligue, parce qu'ils ont gagné le titre en 2020, parce qu'ils ont déjà prouvé que ça fonctionnait, qu'ils sont capables d'aller au bout. Bon. Giannis et ouais, Damian Lillard, je comprends la hype aussi autour de ce truc-là. Les gars, ils ont joué 2 matchs de pré-saison, donc c'est complètement impossible. oui. Maintenant, oui, ça fait partie des duos les plus fascinants à suivre aussi, tu vois. Mais c'est ça, c'est que si tu te projettes, effectivement, si tu te projettes un peu, si on se projette dans un scénario où ça fonctionne bien, ce duo-là, il est hyper intriguant parce que
Bah, faut le dire, potentiellement, ça peut être le meilleur duo de la ligue. Et rien que la Oui, présence de Yanis, elle apporte une dimension défensive dont, par tout à exemple, le fait. duo Jokic-Murray ne peut même pas rêver, tu vois? Donc, mais c'est clair, c'est le juge de paix, ça doit toujours être les résultats collectifs et la capacité d'un joueur ou d'un duo à porter son équipe en play-off. Jimmy Butler, il est capable de faire des saisons régulières où il dort et il arrive au premier tour des play-offs contre Milwaukee et il te claque un match à 56 points. Tu vois. C'est ça, Ouais. c'est ça en fait la différence, quoi. En fait, ce qui est drôle, c'est que prenons l'exemple de Kawhi et Paul George, par exemple, qui sont septièmes de ce classement. Et oui, mais, Voilà, typiquement, là encore, on est dans la hype. Je veux dire, Kawhi et Paul George ont tellement peu joué ensemble, mais c'est une chimère ce duo. On peut pas le juger en alors que fait, quoi. quand ce duo s'est formé, on était là, on en avait l'impression qu'ils allaient marcher sur la ligue pour les 5 années à venir, quoi. Que les Clippers allaient être la franchise à abattre pour les 5 années à venir. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, Pas c'est ça. du tout, absolument pas. Ouais, c'est ça. Absolument pas. Comment tu classes ce duo, quoi? Est-ce que tu fais en fonction de cette espèce d'illusion après laquelle tout le monde court, de retrouver ces deux mecs-là au sommet? Mais c'est vraiment, ça n'arrivera pas. Enfin, Mais c'est ça ne ça va qui me jamais arriver. fascine dans ce classement, c'est que tu vois, tu parles de Jimmy Butler et Bam Adebayo qui ont prouvé encore et encore et encore leur capacité à obtenir des résultats, à aller loin et à frôler du bout des doigts le titre NBA. Et c'est, et c'est marrant que dans un classement comme celui-ci, ça n'apparaît pas. J'essaie pas j'essaie pas de critiquer le top 10 de Bleacher Report. Tout ça, c'est fait pour créer des discussions Exactement. C'est et fait pour créer créer du des débat. dissensions, du débat et se dire ah je suis pas d'accord et tout ça. Et c'est exactement ce qu'on fait maintenant, d'ailleurs. Oui, et puis c'est Mais très bien de faire ça. et tout à fait. Mais mais voilà, ça me fascine le fait que ça me fascine le fait que cette discussion aujourd'hui, enfin, quand tu parles de Butler et Adebayo, encore et toujours, ce duo est sous-estimé à mon sens, quoi. Alors qu'il n'arrête pas d'obtenir des résultats. Ça me fascine ce truc, en fait. Ouais, ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup le côté, c'est aussi un truc que j'ai vu beaucoup dans les réponses, c'est qu'on m'a beaucoup, beaucoup répondu: «Avec Spoelstra à la tête de l'équipe, c'est plus facile». Je peux l'entendre, mais ça fait pas tout. Je suis désolé, mais ça ne fait pas tout. OK, Spoelstra est certainement un des top 3, voire même peut-être pour moi le meilleur coach de la ligue, mais ça suffit pas à expliquer cette réussite, quoi. Ça suffit pas à expliquer comment ces mecs-là se transfigurent en play-off. Enfin voilà, défensivement, c'est une paire remarquable. Offensivement, OK, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, Butler est capable de matchs invraisemblables en play-off. Donc voilà, c'est toujours difficile. Moi, il y a une question quand même que je veux te poser sur ce top 10. Je suis désolé, mais il y a quand même une paire qui n'est même pas citée, quoi. Vas-y. Bah, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. Les deux ont moins de 25 ans. Les deux ont installé les Grizzlies dans le top 3 de la conférence Ouest depuis au moins 2 ans. Jaren Jackson, il vient d'être élu défenseur de l'année. Ja Morant, son début de carrière, c'est rookie de l'année en 2020, MIP en 2022, double All-Star. Comment c'est possible qu'on ne mentionne même pas ce duo? Eh ben, pour moi, c'est assez simple. C'est que faudra qu'on en parle dans un podcast dédié à ça. Euh, Parce que personne n'a trop envie d'en reparler maintenant. Mais Ja Morant, qui était la tête de gondole bientôt de la NBA, et qui est toujours, je pense, dans les plans, hein. Oui, oui. Mais aujourd'hui, ils évitent vraiment de le mettre en avant, ils évitent d'en parler parce que tout ça c'est parti au judiciaire. Enfin, il y a des affaires qui vont être jugées devant un tribunal et qui impliquent Ja Morant. Donc ça va être il va falloir d'abord que la poussière retombe sur ça et je pense que ça joue beaucoup en fait. Ja Morant, Ok. la descente de ce joueur dans le cœur des conversations NBA est réelle à mon sens. Ça, je veux bien l'entendre, mais si on sort de toutes ces discussions-là, comment tu le Ouais. classes, toi, ce duo? Moi, aujourd'hui, si j'ai le choix entre pick Ja Morant, Jaren Jackson et Kawhi Leonard, Paul George pour monter mon équipe, j'hésite pas très longtemps, hein. Ah Je bah prends, c'est je sûr, prends je suis Morant, Jaren d'accord. Jackson, quoi. D'ailleurs, déjà on peut exclure Joel Embiid et James Harden qui ne sera bientôt plus Oui, un duo en NBA. effectivement. Mais par exemple, je mettrais. Tu me demandes de choisir entre Luka Doncic et Kyrie Irving, je prends
Jaren Jackson Jr. et Ja Morant. Ouais, pareil. Ouais. Je pense qu'ils sont quand même assez hauts dans mon classement. Je sais pas. Ouais, ils seraient au fond de mon top 10, mais ils seraient présents effectivement. Ouais. Et ils seraient avant des mecs comme Doncic et Irving. Je pense que Doncic et Irving, ce serait peut-être le dernier de mes duos, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais, moi aussi. Je pense. Après, Enfin, en tout cas, je Giannis le et mettrais Lillard, dans le top 10. ils ont quasiment pas joué, donc oui, mais enfin, c'est ils ont pas. trop intriguant. Tu vois, sur le Voilà, papier, c'est trop mais c'est intriguant. hyper intriguant. Ouais. Kevin Durant et Devin Booker, tiens, comment tu les... Parce que j'ai regardé, quand j'ai préparé cette émission, je regardais un petit peu les conversations autour des duos. D'ailleurs, c'était très marrant parce que concernant Jokic et Murray, l'argument principal pour les mettre souvent au niveau de la 5e position, voire un peu plus bas, c'était souvent de dire « Ah oui, mais Jamal Murray, il tourne à 20 points il tourne à 20 points de moyenne et on n'a pas confiance en lui en playoff. » Ce qui est extrêmement drôle de lire ça maintenant. Oui, avec du recul, c'est drôle. Avec le recul. Et c'est encore une fois, je condamne personne. Ouais, non, on en dit tous C'est des bêtises. un argument c'est un argument qui se tenait tout à fait. Moi-même, j'étais à dire. Oui, Les non, mais Nuggets, quand je dis on se dit tous des bêtises, c'est dès lors que tu te projettes un peu, tu vois, sur un voilà, sport comme la NBA, enfin, comme le basket, dès lors que tu te projettes un peu, bah, forcément, tu t'exposes à dire des bêtises et tu en dis, c'est normal. tout à fait. Et Kevin Durant et Devin Booker, après donc les quelques matchs qu'ils ont joués ensemble, encore une fois, ils ont joué très peu de matchs ensemble. J'ai l'impression on a perdu la conscience du fait qu'ils ont joué que vraiment extrêmement peu de matchs ensemble. Et voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de ce duo du côté de Phoenix et dans sa hiérarchie en NBA? Bah, pour moi, offensivement, c'est peut-être le duo le plus fort de toute la NBA. Enfin, il y a débat là-dessus, tu vois, je peux l'entendre, Ouais. mais enfin, tu vois, si demain tu joues un match et t'es à 105 partout dans un match avec 15 secondes à jouer sur l'horloge et que tu dois choisir un duo de pick and roll, moi, j'hésite pas une seconde à prendre KD Booker, en fait. C'est deux mecs qui peuvent scorer dans n'importe quelle situation. KD, on va pas refaire l'histoire. Pour beaucoup, c'est un des joueurs les plus indéfendables de l'histoire de la ligue, de par son alliage de qualité physique et technique. Booker, on sait depuis toujours que c'est une machine à scorer. Enfin, refaites-vous ces playoffs de la saison dernière si vous en doutez. Il est tourné à 33 C'était points de moyenne, n'importe quoi. 50% à 3 points. Si je devais faire un classement à l'instant T, je pense que je les mettrais sur le podium, je les mettrais derrière Jokic et Murray parce que bah, ils viennent de gagner le titre et qu'à un moment il faut quand même marquer le coup. Je sais pas très bien ce que je ferais vis-à-vis de Giannis et Lillard, tu vois, je sais pas si je les mettrais devant ou derrière, mais en tout cas ils seraient sur mon podium, ouais, KD et Booker. Bah, tu vois, là, on touche peut-être à l'essence même de moi, de la manière dont je juge un duo, au-delà du talent pur, en fait. Je sais pas, parce que pour moi, le basket, voilà, ça se passe sur le terrain avant tout. T'es aussi avec 3 autres joueurs sur le terrain. Là, c'est pas du 2 contre 2. Bien sûr. Euh, et pour moi, l'élément le plus important, le plus déterminant pour juger un duo, ça va être la complémentarité des joueurs entre eux. Je suis Et d'accord. c'est ce que j'aime chez Jokic et Murray, c'est leur complémentarité. C'est pour ça que je pense que Giannis et Damian Lillard peuvent vraiment faire beaucoup de mal dès leur première saison ensemble. D'ailleurs, il faudra qu'on parle vite fait du fait que Terry Stotts a remis sa démission, a quitté le staff des Bucks après une embrouille avec Adrian Griffin lors d'un entraînement. Bref. Voilà, c'est pour ça que je trouvais à l'époque que LeBron James rejoint par Anthony Davis aux Lakers, c'était limite un cheat code, quoi. C'était vraiment, tu te dis, mais entre ce mec-là qui est capable de créer ses qualités de playmaker, de créateur de jeu, et la défense d'Anthony Davis et sa présence à l'intérieur, mais qui va arrêter ces gars-là? Et la preuve en est, ils sont allés au bout, quoi. Et je trouve que c'est également la force de Jimmy Butler et de Bam Adebayo, c'est leur complémentarité sur le terrain. C'est aussi la raison pour laquelle le duo, pardon, Joel Embiid, James Harden est décevant à mes yeux. Parce que cette complémentarité qui était la leur ne s'est pas concrétisée en play-off et ils se sont fait manger tout cru, alors que clairement, tous les jours, ils doivent gagner cette série contre Boston. Ouais, mais Dès le 6e match, d'ailleurs. la complarité, elle doit aussi être, enfin, à mes yeux, elle doit aussi être hors parquet, tu vois. Et tu parles par Oui, exemple oui. de Butler à Adebayo, bah, tu comprends que ces mecs-là, ils ont la même mentalité, quoi, en fait, tu vois. Ouais. Et pour terminer, Curry, Draymond Green, pareil, très, très complémentaires sur le terrain. Et c'est pour ça que je préfère mettre Draymond Green plutôt que Klay Thompson. Oui. De mon point de vue à moi, je comprendrais que d'autres préféreraient mettre Klay Thompson. Mais pour moi, c'est vraiment cette
le fait que ils se complètent l'un l'autre. Et tu vois, Jason Tatum et Jaylen Brown, tu sais très bien à quel point j'ai toujours été comment dirais-je, j'ai mes Dubitatif. réserves concernant ces mecs-là, quoi. Et Ouais, tu vois, ouais. Jason Tatum, Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Paul George, Kevin Durant, Devin Booker, Doncic, Kyrie Irving, bah tu vois, ces duos-là, pour moi, bah, y a un manque de complémentarité. C'est trop, il y a des qualités qui sont trop redondantes. Et pour moi, ce n'est pas un gage de réussite en playoff, notamment. Bah, sur Tatum Brown, oui, je te rejoins complètement. Et puis en plus, c'est pas nouveau en fait. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. On a souvent, enfin, dans J'ai l'histoire conscience de que ce Tatum duo, Brown en fait les finales en 2022. Hein, j'ai tout bien à conscience de fait. ça. Et finale de conférence la saison dernière. Non mais en Ils fait, se sont fait battre par Curry et Draymond Green. on a souvent eu du mal à établir une hiérarchie dans leur duo. Enfin, il y a eu des moments où on s'est un peu posé cette question-là, même si on sentait évidemment que Tatum était le plus doué des deux, mais ils ont un bilan collectif qui est solide. Il y a aucun problème là-dessus. Mais je sais, on reste sur notre fin en fait avec ce duo. Et effectivement, tu l'as dit, en grande partie une histoire de complémentarité. On est très exigeant avec eux, mais c'est aussi parce que le potentiel de ces mecs-là est énorme. Et ouais, moi, enfin, je suis persuadé qu'ils pourraient faire effectivement tellement mieux, et je pense effectivement que la question de Jaylen Brown, à un moment, elle aurait pu se poser pour éventuellement mettre à côté de Tatum un profil plus complémentaire, différent. Bon, c'est pas le choix qu'ils ont fait. Peut-être que l'avenir va leur donner raison, mais Tout à effectivement, fait. pour moi, ce problème de complémentarité fait ils peuvent pas du tout prétendre au top 3 des meilleurs duos de la ligue, quoi. Oui, puis on a déjà vu des duos dans l'histoire de la NBA qui n'étaient pas forcément d'une complémentarité limpide et ça fonctionnait, quoi. Oui. Euh, mais pour moi, j'ai quand même le sentiment et l'impression que le fait que deux joueurs soient capables de se compléter, notamment sur le jeu intérieur et extérieur, qui fait quand même la différence, Ouais, bah la oui, mais différence dans cette ligue. Et concernant Phoenix, par exemple, j'ai tellement hâte de voir. En fait, ce qui me frustre beaucoup, c'est que pendant la saison, forcément, ils vont marcher sur la quasi-totalité de la ligue. Si tout le monde est en bonne santé, ils vont limite atteindre les 60 victoires en saison. J'y crois à 200%. Et surtout qu'ils vont être très motivés pour faire fonctionner leur histoire. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que leur puissance de feu offensive sera telle que de toute façon ils seront irrésistibles, ou est-ce que le fait qu'ils aient tous trois des qualités hyper redondantes va finir par leur poser des problèmes en playoff, voire un problème qui va leur être fatal? ça, c'est la grande question, hein. C'est clair que ça va être, ouais, ça va être la grande question de leur saison, et il faut être clair, ce qu'on va voir en saison régulière ne répondra absolument pas aux questions qu'on pourra avoir pendant les playoffs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire tout de Tout suite à avec fait. Phoenix, c'est que même si effectivement, comme tu le dis, ils font une saison absolument monstrueuse en termes de victoires, ça ne voudra pas dire que ils vont survoler les playoffs, quoi. Pas forcément. Ouais, que ce soit Giannis, Damian Lillard ou ce trio là aux Suns, ça va être même dans une autre mesure de Luka Doncic et Kyrie Irving, et j'ai envie de leur laisser une chance de prouver que j'ai absolument tort sur toute la ligne les concernant. Euh, il va être fascinant de voir comment ces joueurs vont se construire tout au fil au fil de la saison. Ils ont énormément de travail, ils ont énormément d'automatismes à gagner, à trouver, à construire, à bâtir pour espérer aller loin en playoff, parce que sans ça, ils vont clairement se croûter. On le sait tous. Pour ceux qui suivent la ligue depuis longtemps, on sait très bien que si t'arrives pas et que ton jeu il est pas instinctif, ça passera pas. Ouais, et puis si t'as pas un cadre collectif solide, quoi. Voilà. Donc ça va vraiment être fascinant de voir ça, avec toutes les questions de santé, de blessures, de matchs manqués ou je ne sais quoi d'autre. Franchement, cette saison va être absolument géniale. Ah Ça ouais, va être ouais. génial, Charlie. Ça va Ouais, être non, mais mortel. vivement que ça commence. Oh la vache. On va terminer ce podcast en parlant de Kuminga et des joueurs de troisième année. La troisième saison d'un joueur NBA est souvent déterminante pour la suite de sa carrière. C'est un peu le moment où souvent, hein, c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de, pas non plus une règle absolue, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais souvent, la troisième saison d'un joueur va nous dire beaucoup sur ce qu'il va être à l'avenir dans la NBA.
Et tu m'as interpellé l'autre jour sur l'importance de Jonathan Kuminga pour les Warriors et le fait qu'il était absolument tranchant pendant la pré-saison. Alors moi, je t'ai dit un peu, un peu de manière, un peu de façon, comment dire, décontractée en te disant, attends, Charlie, c'est la pré-saison, on va se calmer. Mais quand même, tu regardes les chiffres, le mec, il a 26 points, 55% de réussite au tir, 47% à 3 points. Sur du gros volume, il a 6%, 6 3 points tentés par match, 10 lancers francs, excessivement important pour une équipe des Warriors qui est vieillissante, qui n'a pas de dimension athlétique, et c'est ce qu'il apporte. Lui, Wiggins et Gary Payton Jr. apportent une dimension athlétique qui est absolument nécessaire. C'est exactement ce qu'a dit Steve Kerr pendant les conférences de presse, en parlant de Kuminga notamment. Et je voulais te laisser un peu parler de ce que tu penses de ce joueur-là, de son rôle aux Warriors surtout de sa capacité ou non à confirmer tous les espoirs que l'équipe a mis en lui. Bah, il le faut, en fait. En fait, déjà, on le sent en pleine confiance, Kuminga. Dès le mois d'août, il s'est répandu en déclaration sur le fait que cette saison serait celle où il allait exploser. Et son explosion, elle est attendue parce qu'on connaît son potentiel depuis un moment. On sait que les Warriors ont décidé de miser sur lui, même si parfois ça a été compliqué de gérer ce que notamment les médias américains ont appelé cette double timeline entre la volonté de remporter un titre immédiatement et la volonté de développer un ou plusieurs jeunes. Bon, il y en a plus beaucoup, mais à une époque, il y en avait un peu plus. Écoute, on a vu la saison dernière déjà, il avait pas mal de temps de jeu en saison régulière, en playoff, ça a fondu et c'est aussi ça, c'est aussi l'illustration de ce qu'on disait de la difficulté de gérer cette double timeline. La saison dernière en régulière, il est à 21 minutes de moyenne par match, en playoff, il est tout juste à 6 minutes. C'est un écart qui est colossal. Et ouais, moi je pense que sa progression est un des éléments qui peut permettre aux Warriors d'être vraiment ambitieux cette saison. J'ai vu beaucoup de gens se demander si l'arrivée de Chris Paul pouvait permettre aux Warriors de s'installer parmi les candidats au titre. Pour moi, l'explosion de Kuminga, c'est un facteur qui est au moins aussi important. Je pense qu'avoir un mec avec ces qualités-là, capable de scorer en sortie de banc, ça peut faire une énorme différence, ça peut permettre de faire souffler les cadres de cette équipe, ça peut permettre de varier le jeu. T'as parlé de sa capacité à aller chercher des lancers francs, c'est quelque chose qui peut faire un bien fou à cette équipe. Donc ouais, je pense vraiment que sur cette saison, il peut être un facteur X énorme pour la franchise, et ça m'intéresse vraiment de voir son évolution, parce que, comme tu l'as dit, on sait que souvent la troisième année pour un jeune joueur NBA, c'est un tournant extrêmement important. Selon Anthony Slater de The Athletic, Jonathan Kuminga a beaucoup travaillé pendant l'intersaison sur les rebonds et surtout sur sa capacité de concentration, ce qui est un gros problème. Il a 21 ans, Jonathan Kuminga, c'est à peu près normal ce qui lui arrive. C'est-à-dire que Bien tous les sûr. jeunes joueurs, ils ont tous le même problème. Et c'est d'ailleurs un des trucs que j'adore en NBA, c'est que c'est comme le bon vin, tu te bonifies avec l'âge en fait. Pourquoi ? Parce que tu finis par comprendre la géométrie du terrain, tu commences à comprendre comment, les mouvements. C'est vraiment une partie d'échec, quoi. Et les meilleurs joueurs de la ligue ont tous cette capacité-là à non plus à réagir à ce qui se passe, mais à anticiper ce qui se passe. Évidemment, un Et mec c'est comme quand tu LeBron James rentres, en est le meilleur voilà. exemple. Il a un coéquipier à côté de lui, Kuminga, Draymond Green, qui est exactement comme ça. Voilà. Et c'est une de ses plus grandes forces d'ailleurs défensivement. Et donc, aujourd'hui, Kuminga, pour moi, j'ai aucun doute sur ses capacités athlétiques, aucun doute sur son talent basket. Il va falloir peut-être aller un peu plus. Enfin, pour moi, c'est dur de lui demander d'aller plus vite d'un point de vue cérébral. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me demande s'il va être en capacité de le faire. Alors, on ne lui demande pas d'être un franchise player. On ne lui demande pas de devenir Draymond Green du jour au lendemain. C'est pas la question. Mais si déjà il arrive à comprendre les choses simples de manière à être efficace et ce qui peut lui permettre de rester sur le terrain, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. En régulière, il était à plus de 20 minutes de moyenne de jeu. Et en playoff, il est descendu à 6 minutes parce que clairement, Steve Kerr ne pouvait pas le faire jouer. Parce qu'il avait pas il faisait trop d'erreurs. Et trop d'erreurs, bah, en playoff, tu sors, quoi. Tu joues pas, t'es pas sur le terrain, c'est pas possible. Évidemment. Donc, c'est ça la question qui se pose à Kuminga. Et voilà. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il va en être capable. Oui, 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 et vraiment, ça peut être un enjeu extrêmement important pour cette équipe, quoi. Complètement. Et quand tu m'as parlé de Kuminga, je me suis dit, mais
Kuminga, c'est marrant parce que voilà, c'est un joueur de troisième année. Et dans les joueurs de troisième année, cette saison, il y a énormément de mecs Oh qui oui. vont être ultra intéressants à suivre. Premier d'entre eux, Cade Cunningham, qui a été largement blessé la saison passée et qui cette saison, voilà, on en attend beaucoup de lui du côté de Détroit. On a hâte de voir ce que ça donne. Alors, est-ce que Détroit, ça va gagner beaucoup de matchs cette saison? J'en doute. Mais j'ai vraiment hâte de voir si Cade Cunningham est capable de vraiment s'asseoir comme, du moins asseoir son potentiel. Je dis pas de s'asseoir en tant que leader d'une équipe, pas forcément, enfin si, mais j'ai envie de le voir vraiment nous montrer l'étendue de son potentiel. Oui, Il oui, y a surtout dans la classe de draft, il y a qui? Je vais juste citer les joueurs et après on va parler des mecs qui te semblent importants. Evan Mais Mobley. il y a Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scotty Barnes, il y a Josh Giddey, Kuminga, Franz Wagner à Orlando que je meurs d'envie de voir dans cette équipe après son titre mondial avec l'Allemagne. Davion Mitchell, vous savez que c'est un de mes coups de cœur de cette draft. Il y a Alperen Sengun, Trey Murphy malheureusement qui est blessé du côté des Pelicans. Mais il y a toute une tripotée de gars de cette classe de draft 2021 que j'ai vraiment, vraiment hâte de suivre cette saison. Ouais, et il y en a un qu'on va pas oublier, même si on va pas en reparler parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais Austin Reeves, non drafté, est aussi dans sa 3e saison NBA. Ouais, c'est vrai. Mais oui, non, parmi tous les noms que tu as cités, il y en a qui sont, c'est absolument fascinant. Cade Cunningham, il a un talent qui est hallucinant. Alors oui, la saison dernière, il a joué que 12 matchs parce que fracture au tibia, mais on sait qu'il a fait partie de la Select Team cet été lors des entraînements contre la Team USA. Apparemment, il a été extrêmement impressionnant. Steve Kerr Tout lui à avait fait. demandé de jouer, entre guillemets, comme Luka Doncic. Donc, plutôt, il avait mis la barre assez haut, quoi. Evan Mobley, c'est 3e au classement du meilleur défenseur la saison dernière. C'est un mec qui est extrêmement impressionnant en défense. Ses stats avancées sont remarquables. Il est tellement mobile. Il est d'une intelligence dans ses lectures défensives. Pour son âge, c'est un modèle. Donc c'est un mec qui va être dans la discussion du défenseur de l'année toute sa carrière et qui n'a que 22 ans et qui est déjà une pièce maîtresse de son équipe. Donc ouais, forcément, on a envie de voir son évolution. Josh Giddey, tu l'as dit, Franz Wagner. Scotty Barnes aussi. Scotty Barnes qui a fait quand même une saison plutôt décevante du côté de Toronto la saison passée, qui a beaucoup à prouver. Là, il y a un nouveau coach qui se pointe. Il y a un nouveau collectif à construire du côté des Raptors. Clairement, Scotty Barnes, on sait aujourd'hui que le front office le considère comme clairement une des pièces maîtresses de son évolution dans les prochaines années. Oui, et puis c'est l'avenir de la franchise, quoi. C'est l'avenir de la franchise, clairement. Je pense qu'il a eu toutes les garanties depuis un moment maintenant euh, à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de voir Scotty Barnes comment il va prendre les rênes un peu du côté de Toronto, sachant qu'il y a encore Siakam, il y a Anunoby, il y a encore quelques cadres qui sont là autour de lui, quoi. Et je te Ouais. dis, Franz Wagner, c'est peut-être le joueur qui, pour moi, avec Kuminga et Evan Mobley, euh, j'ai rien contre Kate Cunningham, mais vu qu'il a été beaucoup blessé la saison passée, pour moi, il est dans une troisième saison un peu hybride. Tu vois ce que Ouais, je c'est veux dire? particulier, tout à fait. Oui, bien C'est un sûr. peu particulier parce qu'il a tellement peu joué la saison passée que je n'arrive pas au début de cette saison en attendant énormément de lui, tu vois. Déjà qu'il revienne, qu'il nous montre qu'il est bien revenu de sa blessure, qu'il retrouve ses marques et son confort sur le terrain, et après on reparlera. Jalen Green, c'est pas trop ma tasse de thé, et je suis mal placé pour en parler, parce que c'est un des joueurs de cette draft que je connais le moins, parce que Houston, c'est pas une équipe que j'ai énormément regardé la saison passée. J'ai aucun mal à le reconnaître. Mais Franz Wagner et Kuminga. Euh, D'ailleurs, autre question, et on va peut-être terminer le podcast là-dessus, Charlie. Euh, Est-ce que selon toi, les Warriors ont à regretter? Parce que c'est un truc que j'ai entendu beaucoup. Zach Lowe en a parlé dans son podcast. Bill Simmons en a parlé dans son podcast. J'ai un autre podcast aussi, j'ai oublié le nom, parce que j'en écoute beaucoup. Je crois que c'était Troop qui en avait parlé également. Est-ce que tu penses que les Warriors, quelque part dans les bureaux du front office des Warriors, il y a des gens qui se disent on aurait peut-être mieux fait de prendre Wagner plutôt que Kuminga? Ouais, c'est une question qui est pas facile. Écoute, je sais pas. Parce En que tout cas, Wagner est plus mature dans son jeu, dirons-nous. oui, oui, ça c'est vrai.
Mais après, est-ce qu'il aurait eu la même maturité en ayant... Enfin, tu vois, c'est compliqué de se projeter, c'est vraiment beaucoup de la fiction. Écoute, Ouais. tout ce qu'on sait, c'est que si Kuminga fait une grosse saison et que, je sais pas, moi, par exemple, il est dans la discussion du 6e homme de l'année, bah, plus personne n'aura ces discussions-là, quoi. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est trop compliqué de se projeter là-dessus. C'est sûr que Franz Wagner, il a un profil qui est extrêmement intéressant. Il a une vraie maturité. Il est polyvalent, il a une présence intéressante en défense, il est capable de défendre sur plusieurs positions. Je sais pas, je suis pas encore, tu vois, je pense que c'est trop compliqué aujourd'hui de juger Kuminga sans voir au moins leur 3e saison. À la limite, on pourra refaire cette discussion-là après leur 3e saison, tu vois, mais je sais pas. Mais en tout Ouais. cas, bon, On aura cette conversation-là avant. Moi, dès le premier trimestre de la saison, les 3 premiers mois, là, on va reparler de ça parce qu'Orlando, je sais pas du tout les projeter dans la saison. Je sais pas quoi te dire, en fait. oui, mais voilà, Ils ont c'est ça, gagné c'est pour ça, en ils ont fait. gagné 32 matchs la saison passée. Il y a eu des absences, il y a eu tout ça. Mais le duo, on va dire que Orlando, ils ont un duo clairement posé aujourd'hui. Franz Wagner, Paolo Banchero. Clairement, c'est l'avenir de ce club jusqu'à preuve du contraire. Et t'as toute une tripotée de gars autour. Markel Fultz, Cole Anthony, leur rookie Anthony Black, Jalen Suggs, comment il s'appelle, Wendell Carter Jr., le retour de Jonathan Isaac, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va performer ou pas? Est-ce que sa présence va changer quoi que ce soit? Oui, est-ce qu'il va encore se péter au bout de 3 matchs? Enfin Voilà, bon. c'est ça. Il y a Joe Ingles qui débarque dans cet effectif aussi pour apporter un petit peu son expérience et tout. Il y a Gary Harris aussi qui plantait 43% de ses tirs à 3 points la saison passée. Moi, ça m'a un peu pris par surprise. Je sais pas du tout projeter cette équipe, je t'avoue. Ah, c'est Et j'ai compliqué, hein. l'impression qu'ils peuvent être la surprise de la saison, comme être décevants sans que ça soit sans que ça soit un drame non plus, tu vois. Oui, mais même en étant la surprise de la saison, ils seront, enfin, tu vois, pas beaucoup plus haut que... Enfin, moi, j'ai du mal à les imaginer au-dessus de la 8e, 10e place, quoi. Ouais, complètement, Ouais. complètement, mais Mais tu vois, je sais pas, parce que, enfin, ouais, c'est compliqué. Après, est-ce qu'on aurait imaginé la saison dernière que le Thunder, par exemple, serait capable d'accrocher une place au play-in? Parce que tu vois, par exemple, pareil, au Thunder, il y a Josh Giddey. Il a énormément de progrès à faire dans plein de domaines, mais enfin, son profil est tellement intéressant. Il est dans une équipe qui est en pleine bourre, enfin, qui est en train de monter en puissance à mort, qui a su accrocher le play-in en étant l'équipe la plus jeune de la ligue, hein, il faut le dire. Il a un QI basket complètement. qui est énorme. Son duo avec Shai Gilgeous-Alexander à la traction arrière, c'est potentiellement un des plus fun à voir jouer. Il y a le retour de Chet Holmgren. Enfin, non, mais cette saison, il faut vraiment qu'elle démarre, hein. Moi, j'en peux plus, là. On y est, on y est, on y est. Ça commence mardi prochain. Et toi et moi, on fera le débrief des premiers matchs vendredi prochain. Donc, j'ai hâte de parler de ça avec toi. On aura enfin des matchs à se mettre sous la dent, enfin des Ouais. vrais matchs. On n'aura pas beaucoup d'heures de sommeil, mais on aura vraiment des On s'en images plein les yeux, quoi. fout. On s'en fout. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Écoute, c'était avec plaisir, comme toujours. Yes. Et je te dis à la semaine prochaine. Pareil, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être fidèles au podcast. Et voilà, semaine prochaine, début de la saison NBA. Profitez bien. Mardi, ça commence avec 2 affiches de dingue. Denver Lakers, Suns Warriors. On va se régaler. Ça va être voilà. Et ça va être la période, cette période de l'année, les conclusions hâtives. C'est une de mes périodes préférées. J'adore quand on s'emballe, quand tout le monde s'emballe et qu'on est prêt à tirer des conclusions fin octobre sur ce qui va se passer en juin prochain. Ouais, qu'on est J'adore déjà cette sûr période-là. de qui va être champion. Mais non, mais il faut en profiter de cette période-là, Charlie. Ah bah bien sûr, moi j'adore, hein. Moi Je j'adore crois ça. que c'est un des moments les plus kiffants de l'année. C'est le moment où tu peux être totalement insouciant, où tu peux dire n'importe quoi et c'est pas grave. Est-ce que les gens se souviendront de ce que tu as dit au mois d'octobre? Vous pouvez enregistrer, écouter les enregistrements. Oui, vous pouvez nous ressortir les trucs, mais personne ne le fait. Donc, faut s'amuser et on va s'amuser. Donc à la semaine prochaine et voilà. D'ici là, passez un très bon week-end, une bonne semaine. Ciao, bye bye.